Voyez-vous diabolique? Un peu. C'est un ancien officier du KGB. Il a délibérément fait cette chose maléfique. C'est un meurtre. Les escrocs, les criminels les plus sournois. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et détruisent des vies, tout en restant une énigme totale. Nous allons explorer le monde mystérieux de ces grands criminels. Nous vous offrirons un aperçu inédit des rouages de l'esprit complexe de quelques-uns des escrocs les plus rusés du monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs crimes élaborés, et nous découvrirons leurs condamnations spectaculaires. Dans cette émission, l'escroc qui a convaincu sa communauté qu'il était un avocat de haut vol. En réalité, la seule fois où Stephen Planzar s'est retrouvé dans une salle d'audience, c'était en tant qu'accusé. Toutefois, en se faisant passer pour un juriste hors pair au sein d'une communauté très unie, Stephen Planzar aurait gagné plus d'un demi-million de livres. Stephen Planzar vivait la vie d'un joueur de football professionnel, mais il le faisait aux dépens des économies d'autres personnes. J'ai été escroqué par quelqu'un en qui j'avais confiance, que j'admirais et que je respectais. Alors que Planzar a dévasté la vie des personnes qui le prenaient pour leur ami et leur voisin, un homme s'est dit prêt à traduire l'escroc en justice. Je ne pouvais pas laisser cet homme qui se faisait passer pour la loi s'en sortir. Je savais que justice devait être faite. En mars 2007, après une longue journée de travail, une jeune femme prend le train de retour à Birmingham. À bord du train se trouve un jeune homme charmant et élégant. Les deux entament une conversation qui semble innocente. La femme a découvert que l'homme d'une trentaine d'années était en fait Stephen Planzar, un avocat. Il était très bien habillé, avec un costume très cher, bien coiffé, très classe. Elle était attirée par lui. Il était charmant, drôle et semblait riche. La plupart des filles célibataires seraient flattées et intriguées si elles se faisaient aborder dans le train par un avocat à succès, parce qu'il y a un certain romantisme là-dedans. Et nous les filles, nous sommes très romantiques. Le seul problème, c'est que Stephen Planzar mentait. Il est en réalité un escroc chevronné. Le personnage de l'avocat charmant et prospère n'est qu'une pure invention. Stephen Planzar a très peu de qualifications, voire aucune. Il n'en a strictement aucune dans le domaine juridique. Mais il se présentait comme un avocat expérimenté. Mais la jeune femme croit tout ce que lui dit l'étranger. En règle générale, on part du principe que les autres sont comme nous. Si on est digne de confiance et honnête, on supposera que l'autre personne l'est aussi. Et c'est une belle qualité. Sauf si vous parlez à quelqu'un comme Stephen Planzar. La stratégie de Stephen Planzar fait son effet et le couple commence à se fréquenter. Mais les mensonges continuent. Non seulement, il a dit à cette jeune femme qu'il était un avocat travaillant pour la BBC, mais il lui a également fait croire qu'il avait des liens avec les services de sécurité du gouvernement. Il s'est présenté à elle comme un avocat à la James Bond. Il l'a emmenée, l'a invitée à dîner et lui a même fait visiter le bâtiment du Mi-5. Ça a dû être très excitant et même plutôt sexy. La jeune femme craque complètement pour son James Bond. Elle croit totalement à l'escroquerie du faux avocat de Stephen Planzar. En octobre 2007, après ce coup de foudre, le couple emménage dans une maison à Sutton Coldfield, dans les Midlands. Elle l'a aidé à choisir une maison individuelle en location avec 5 chambres, qu'il a payé 7 000 livres en espèces à l'avance pour un bail de 6 mois. Dans le quartier, il y avait beaucoup de médecins, de professionnels, de gens travaillant dans le milieu de la banque. Il y avait un bijoutier, des promoteurs immobiliers, des personnes travaillant dans des milieux bien établis. Stephen Planzar parvient à pénétrer dans un quartier aisé et exclusif de Sutton Coldfield, un terrain de chasse très attractif pour un escroc. Mais son succès ou son échec dépend de son intégration dans la nouvelle communauté.
Son arrivée dans le quartier, sous les traits d'un riche avocat heureux, doit être parfaitement convaincante. C'était typiquement le genre de maison dans laquelle vivaient les avocats, et il a dépensé 40 000 livres pour aménager la maison de location au cours des premières semaines suivant l'emménagement. Il montre qu'il a de l'argent pour prouver à sa petite amie qu'il est bien celui qu'il prétend être, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Il envoie un message très clair. Je suis ici, j'ai de l'argent, je suis arrivé. Et surtout, je suis un homme de confiance. Stephen Klanzar a tous les traits de l'avocat à succès. Pour sa communauté locale, il a le travail parfait, la petite amie parfaite et la maison parfaite. Il ne lui reste plus qu'à choisir ses victimes et à commencer son escroquerie. Il donnait l'impression d'être très charmant et d'avoir des relations. Je travaille en freelance pour la BBC. Je représente de nombreux acteurs. Il s'est très vite imposé comme une figure très populaire. Beaucoup de gens aimaient passer du temps en sa compagnie. Assez généreux, il payait très souvent des tournées au bar. Et il leur proposait toujours de les aider à résoudre leurs problèmes juridiques. Il préparait tout le monde autour de lui. Il s'est positionné comme un pilier de la société, la personne à qui il faut s'adresser en cas de problème, car il connaît d'autres hommes qui peuvent le résoudre. Il a tous les contacts. C'est très intelligent quand votre seul objectif est d'escroquer le plus grand nombre de personnes possible pour faire fortune. Les voisins de Stephen Klanzar, bien intégrés et appréciés dans cette communauté soudée, n'auraient jamais pu anticiper la supercherie de l'escroc et les ravages qu'il causerait en se faisant passer pour un faux avocat. En gagnant la confiance de toute sa communauté, Stephen Klanzar s'est mis en position de réaliser une escroquerie très audacieuse en piégeant toute une communauté de personnes. Et maintenant, il pouvait choisir ses victimes une par une. En octobre 2007, un avocat de haut vol, Stephen Klanzar, et sa petite amie emménagent dans un quartier huppé de Sutton Coldfield, dans les Midlands. Mais Stephen Klanzar n'est pas celui qu'il prétend être. Il fait soigneusement croire à ses nouveaux voisins et même à sa petite amie, qui ne se doute de rien, qu'il est avocat. Lui seul connaît la vérité. En réalité, il est un escroc. Je pense que c'est très malin de se faire passer pour un avocat, car les gens font confiance aux avocats. Ils font confiance à des personnes qui travaillent chaque jour pour la justice, pour faire respecter la loi. Les gens ont tendance à être beaucoup plus dociles avec les personnes qui exercent une autorité, qui ont une position. Médecins, avocats, professeurs, tous ces métiers sont parfaits pour un escroc. C'est une utilisation classique de l'effet d'autorité, qui consiste à adopter la personnalité d'une figure d'autorité, ce qui vous aide automatiquement à gagner la confiance de vos interlocuteurs. Et les gens vous confieront toutes sortes de choses, y compris beaucoup d'argent. Stephen Klanzar a créé le personnage parfait pour escroquer les gens. Mais c'est un personnage qu'il a développé derrière les barreaux. En effet, l'homme que les habitants de Sutton Coldfield prennent pour un avocat de haut vol a souvent escroqué ses amis et ses voisins par le passé. Alors qu'il était en prison pour purger une peine antérieure, il a passé son temps à lire des livres de droit pour acquérir des connaissances. Il s'est ensuite exercé sur d'autres personnes. Cette peine de prison n'était que la dernière d'une longue série d'activités criminelles remontant à son adolescence. Stephen a grandi dans la région de Chesterfield, dans le Derbyshire, où il vivait avec sa famille. Dès son plus jeune âge, il se mettait déjà dans des situations délicates en escroquant les gens. Donc on voit que dès son plus jeune âge, il trompe les gens pour gagner de l'argent illégalement. Le style de vie d'escroc de Stephen Klanzar le conduit pour la première fois en prison en 1995, pour une escroquerie de faux investissements à haut rendement. Une fois sorti de prison, l'escroc se marie en 2003 et a un enfant avec sa femme. Cependant, maintenant qu'il a une famille à charge, il doit subvenir à leurs besoins illégalement. Après une première peine de prison prononcée en 1995, il est à nouveau condamné en 2005 pour une affaire de fraude. Après la deuxième peine de prison de Klanzar, sa femme et lui se séparent.
Mais même la fin de son mariage n'est pas un signal d'alarme pour l'escroc. Quand il était en prison, Clanzar s'est formé sur le droit. Il a peut-être acquis quelques compétences ou une expertise technique. Dommage qu'il ne se soit pas donné la peine de faire de vraies études. Mais c'est la méthode des escrocs. Ils ne veulent pas travailler dur, ils veulent juste prendre un raccourci. Juste après sa sortie de prison, Stephen Clanzar a rencontré cette jeune femme dans le train et a emménagé avec elle dans la maison de 5 chambres à Sutton Coldfield. Stephen Clanzar a posé les bases de son escroquerie la plus ambitieuse. Il convainc tout le monde, y compris sa petite amie, qu'il est un avocat de haut vol. La petite amie de Stephen Clanzar est ce qu'on peut appeler une complice involontaire. Le complice est quelqu'un qui confère à l'escroc un air d'autorité ou de confiance aux yeux de la cible. Parce que le complice semble jouer le jeu et ça donne de la crédibilité à l'escroc. Le complice fournit une sorte d'authenticité. Et dans ce cas, il a dupé sa petite amie pour en faire une complice efficace. Mais sa petite amie n'est pas la seule complice de Stephen Clanzar. Un jeune homme possédant des connaissances juridiques légitimes fréquentait souvent le bar du coin, le White Horse. Graham Sprasson, 21 ans, vient d'obtenir son diplôme de droit. Et comme il n'est qu'au début de sa carrière juridique, il a souhaité garder l'anonymat. C'était l'été 2007 et je venais d'obtenir un diplôme de droit à l'université de Stafford. À l'époque, je travaillais dans un restaurant et de toute évidence, je ne voulais pas en faire mon métier. Je voulais travailler dans mon domaine. Je devais aller à l'école de droit de Birmingham pour suivre le cours de formation professionnelle au barreau, qui me permettrait ensuite de devenir avocat. J'avais donc déterminé la voie que je voulais emprunter. Un après-midi, Stephen Clanzar, faux avocat, s'arrête au pub après une journée soi-disant bien remplie à représenter ses clients. Il est venu un après-midi. Il devait être environ 3 ou 4 heures, et il était très bien habillé dans un costume très chic. Il avait l'air professionnel, une sorte d'aura d'autorité flottait autour de lui. Il m'a dit qu'il était avocat et, bien sûr, c'est la voie que je voulais emprunter à l'époque, je voulais faire exactement le même métier que lui. J'ai commencé à lui parler et à partir de là, nous avons développé une sorte d'amitié. Le faux avocat décide alors de prendre l'étudiant sous son aile. Il a réécrit mon CV pour lui donner un aspect un peu plus professionnel. Il m'a dit qu'il fallait lui donner un aspect plus professionnel pour me démarquer dans le domaine dans lequel j'espérais aller. Il m'a dit qu'il avait déjà été dans ma situation et qu'il savait ce que je traversais. C'est à partir de là qu'on est devenus amis. Stephen Clanzar voit en Graham Sprasson quelqu'un qui pourrait involontairement faire passer son escroquerie au niveau supérieur. Il commence à escroquer sa communauté en lui soutirant son argent. Il a dit aux gens qu'il envisageait de créer son propre cabinet d'avocats. Il a donc décidé d'en installer temporairement un chez lui, Anderson, Fairbank & Co. Il a installé un bureau dans la maison individuelle de 5 chambres à coucher située à la périphérie de Sutton Coldfield qu'il louait en espèces. Le faux avocat manipule Graham Sprasson pour qu'il devienne son complice involontaire, rendant ainsi son escroquerie encore plus plausible. Clanzar a créé la société Anderson, Fairbank & Co en janvier 2008. Une fois son faux cabinet des avocats opérationnels, il soumet à Graham une offre étonnamment généreuse pour un jeune diplômé. Il m'a offert quelques semaines d'expérience professionnelle, j'ai pris des congés au pub et j'ai accepté. Il n'a pas tardé à me dire qu'il était impressionné par mon travail. Il a donc proposé de m'embaucher. Et bien sûr, à ce moment-là, je suis tombé dans le panneau, car malheureusement, c'était presque trop beau pour être vrai. C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière à ses côtés. C'est du très bon travail. Beau boulot. À ce moment-là, Graham Sprasson ne se doute pas qu'il travaille pour un criminel et un escroc. Il pense vraiment que l'homme qu'il a embauché est un avocat de haut vol. Et sa carrière juridique ne pouvait pas mieux commencer. Ses connaissances étaient plausibles et il citait souvent des lois et des articles de tête. Je n'ai jamais douté de lui, car il ne m'a jamais donné de fausses informations. Évidemment, si on a une belle opportunité et que c'est quelque chose qui nous enthousiasme, on ne va évidemment pas prendre du recul pour examiner s'il y a d'éventuels dangers. C'est triste mais malheureusement, parfois, quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est le cas. Non seulement Stephen a employé un diplômé en droit pour effectuer des recherches pour lui, mais il a également employé une autre connaissance du bar au poste de directeur de bureau. Il versait à ces deux personnes un salaire d'environ 1200 livres par mois.
Graham et son collègue commencent à travailler à temps plein pour Clanzar en février 2008. Ils ne se doutent pas que leur salaire proviendrait des poches des personnes que l'escroc trompe en se faisant passer illégitimement pour un faux avocat. En fin de compte, il embauchait des personnes pour rien, puisqu'ils n'avaient aucune valeur juridique. Je m'occupais des testaments et des divorces. Je produisais les documents, puis je les donnais à Steve qui les remplissait, car mon titre ne me donnait pas l'autorité pour faire ce que faisait Steve. Stephen signait les documents en tant qu'avocat. Quel que soit le travail, qu'il s'agisse d'un litige commercial ou matrimonial, l'argent était versé en espèces et allait directement dans la poche de Stephen. Clanzar signait les documents en tant qu'avocat, et ce faisant, il rendait ces documents juridiques invalides. Stephen Clanzar gagne de l'argent avec son escroquerie d'avocat, mais il est très prudent quant à la manière et au moment de duper ses victimes. L'un des éléments de sécurité mis en place par Stephen était de ne pas cibler de parfaits inconnus. Il visait un cercle de personnes qui le connaissaient déjà, qui étaient au courant de son supposé statut d'avocat. Donc leur relation partait d'une position de confiance. Pas besoin de gagner leur confiance, ils l'avaient déjà. Clanzar s'adressait à ces personnes directement, des connaissances, des collègues et des gens qui le considéraient comme un ami. On peut donc conclure que c'est un genre de psychopathe, car il n'a aucune empathie pour les autres. Il manque d'empathie pour les gens qui l'entourent. Il n'a vraiment aucun remords. Stephen Clanzar manipule des personnes vulnérables, qui sont dans des situations stressantes, dans le but de gagner de l'argent. En février 2008, le faux avocat accepte de représenter une jeune femme, une amie de sa propre compagne, qui demandait le divorce. Une cliente en plein divorce acrimonieux, extrêmement vulnérable et qui avait besoin d'une assistance juridique, lui a versé 3 000 livres alors qu'il n'a rien fait. Pour 2 000 livres, je vous assure que j'en fais ma priorité absolue. Stephen Clanzar gagne de l'argent grâce à ses proies, qui le paient pour ses services juridiques fictifs. Mais l'escroquerie de Clanzar est sur le point d'évoluer, il va offrir la chance d'une vie à ceux qui lui font confiance. En plus de proposer ces faux services, Clanzar a commencé à approcher des connaissances et à leur proposer une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Si vous rencontrez un avocat charmant et prospère lors d'une soirée et que la conversation tourne autour de l'opération d'investissement de votre vie, pourquoi ne seriez-vous pas tenté? Car après tout, regardez sa situation. Il a séduit cette belle femme. Il vit ici, dans cette grande maison, et porte tous ses vêtements de marque. Il a réussi à infiltrer un réseau social très fermé et maintenant qu'il a réussi, il va faire des ravages. Plusieurs personnes étaient désormais aspirées dans le cercle de tromperie de Stephen. On lui versait 1000 livres par-ci, 1000 livres par-là. Un homme à qui il avait rédigé le testament lui a confié 11 000 livres en espèces pour qu'il les investisse en son nom. L'escroquerie de Clanzar est en train de porter ses fruits. Et il semble que toute personne qui tombe dans les filets du faux avocat sera inévitablement victime d'une escroquerie. Même ceux qui pensent être ses amis et travaillent sans relâche pour lui, ignorent que leurs rêves sont bâtis sur de cruels mensonges. Et il ne se contente pas de faire croire à ses employés que leur carrière est en plein essor. Il les escroque également au niveau financier. J'ai investi plus de 1000 livres dans un projet qu'il a imaginé. C'était un système de multipropriété. Si je lui donnais 1000 livres en l'espace de 3 ou 4 semaines, je recevais 5000 livres en retour. Évidemment, c'était une offre alléchante et il faisait tout pour la rendre crédible. J'ai encore cru à ces mensonges. Si Clanzar avait proposé cette affaire d'une vie à des étrangers, il y a fort à parier qu'ils auraient pris leurs jambes à leur cou. Mais le fait est qu'il s'adressait à des personnes qu'il connaissait, qu'il appréciait, qui le respectaient, qui pensaient pouvoir lui faire confiance et qui connaissaient ses références. C'est ainsi qu'il a pu réaliser l'impensable. Ces personnes pensaient faire un investissement solide sur les conseils d'un avocat, d'un pilier de la communauté, et elles n'ont jamais revu leur argent. Toute la communauté est totalement convaincue de la légitimité de Clanzar et qu'il est bien celui qu'il prétend être. Il est si persuasif que même sa petite amie, qui vit avec lui,
n'a jamais douté de ses compétences d'avocat qualifié. Malheureusement pour elle, elle n'avait pas encore réalisé que Stephen avait commencé à la voler. Il lui a pris 2000 livres. Il a utilisé sa carte de crédit pour jouer à des jeux d'argent sur Internet. Les escrocs représentent ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Ils abusent des vertus, ils transforment les forces en faiblesses, les points positifs en points négatifs. Et enfin, ils trahissent la confiance. Mais les victimes que Clanzar a trahies finissent par douter de sa sincérité. Le travail juridique qu'elle paie demeure inachevé. Et les investissements qu'ils ont réalisés en toute bonne foi ne produisent jamais le rendement qu'il leur a promis. Clanzar joue un jeu dangereux. Mais il semble avoir un plan pour développer son escroquerie sans se faire attraper. Il semblait que Stephen avait réfléchi à une stratégie pour se sortir de cette escroquerie prolongée. Il a annoncé à ses proches qu'il était en phase terminale d'un cancer. Et l'escroc prononce ce mensonge sans aucun remords, il se fiche de manipuler cruellement les gens qui s'inquiètent sincèrement pour lui. À l'époque, je me souviens que c'était un lundi matin, je suis entré, il m'a fait asseoir et m'a dit « J'ai une nouvelle à t'annoncer. Malheureusement, elle est mauvaise. » Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas à quoi m'attendre, et il me l'a annoncé. Il m'a annoncé qu'il était atteint d'un cancer de l'intestin et évidemment, en tant qu'ami et employé, ça m'a complètement dévasté. J'étais sous le choc. Clanzar utilise cruellement le prétexte du cancer pour dissuader ses amis et voisins de poser des questions sur leurs investissements. Et ce cruel écran de fumée fonctionne parfaitement. Évidemment, je me suis senti mal à l'aise par rapport à l'argent. On m'avait promis un retour sur investissement qui n'est jamais venu. Mais moralement, comment pouvez-vous demander à une personne que vous croyez mourante de vous rembourser votre argent? Stephen Clanzar semble prêt à s'abaisser à n'importe quel niveau pour escroquer et dérober l'argent de ses clients, de ses amis et de ses collègues. Mais quand il décide de s'en prendre à sa voisine, son escroquerie élaborée commence à s'effondrer. C'était 5 ou 6 mois après que Stephen a emménagé. En raison de ses déplacements au cours de la journée, ma femme s'était liée d'amitié avec lui. Et en raison de ses déclarations et de sa notoriété auprès des clients et dans le secteur du droit, elle lui faisait confiance, elle pensait qu'il représentait l'ordre des avocats. Et les voisins semblent s'entendre à merveille. À première vue, ma femme le trouvait très sociable et très amical. Les journées sont longues pour une mère au foyer qui n'a d'autres occupations que de s'occuper de ses enfants. Le fait d'avoir une petite conversation agréable avec quelqu'un, c'était une vraie bouffée d'air frais pour elle. Totalement séduit par Stephen Clanzar et sa personnalité d'avocat, Madame Clive n'hésite pas à faire appel à ses services lorsque ses tantes âgées ont besoin d'une assistance juridique en février 2008. Elles avaient plus de 80 ans et vivaient toutes ensemble. Elles avaient demandé à ma femme de faire appel à un avocat pour rédiger leur testament. Ce sujet a dû tomber lors d'une conversation avec Stephen, qui a offert de préparer ces documents pour elles en appliquant des frais raisonnables. Madame Clive et l'escroc qu'elle pense être un avocat rendent visite aux tantes, et Clanzar rédige leur testament et met de l'ordre dans leur succession, en leur facturant 900 livres pour ses services fictifs. Mais cet argent n'est rien comparé à ce que les tantes cachent dans leur maison. Elles possédaient aussi une grosse somme d'argent liquide qu'elles n'avaient pas déposée à la banque. Elles ont chargé ma femme de le mettre en lieu sûr, parce qu'elle ne pouvait presque plus sortir de chez elle. Ma femme a pris l'argent et le testament signé et a quitté leur domicile pour aller déposer l'argent en leur nom. Je serais soulagée si je savais que l'argent était à la banque. Le 11 février 2008, les proches de Madame Clive lui remettent une boîte contenant 46 000 livres et lui demandent de s'en occuper. Sur le chemin du retour, Stephen Clanzar saisit l'occasion qui s'offre à lui. Stephen a dit à ma femme, « Tu réalises que ce que nous avons fait est illégal ? Cela équivaut à un vol, car on ne leur a pas donné de reçu pour l'argent. » Il a ensuite expliqué à ma femme qu'en raison de sa position d'avocat, il était tenu de s'occuper de l'argent en sa qualité de représentant légal. Il devait donc prendre l'argent pour le déclarer. Mais cet argent n'est rien comparé à ce que les tantes cachent dans leur maison. Et les voisins semblent prêts à faire appel à ses services lorsque Stephen Clanzar n'a jamais douté de ses compétences d'avocat qualifié.
Pour quelqu'un comme Stephen, c'est une occasion inouïe. Stephen Clanzar convainc Madame Clive de lui remettre une boîte contenant 46 000 livres, car elle pense qu'il est avocat. Mais Clanzar n'aurait jamais pu imaginer qu'en escroquant sa voisine, une réaction en chaîne d'événements ferait éclater ses mensonges et révélerait la vérité sur le faux avocat. Il pensait pouvoir nous escroquer, moi et ma famille. Mais il ne me connaissait pas vraiment. J'étais déterminé à faire en sorte que justice soit faite. Stephen Clanzar vit avec sa petite amie à Sutton Coldfield, dans les Midlands, depuis octobre 2007. Bien qu'il n'ait aucune qualification, en janvier 2008, ce jeune homme de 36 ans crée une fausse entreprise, Anderson, Fairbank & Co. Il se fait passer pour un avocat, facture des travaux juridiques qui n'ont aucune valeur et offre à ceux qui lui font confiance l'opportunité d'investissement d'une vie. Mais tout cela est faux, Clanzar vole des milliers et des milliers de livres à ses victimes. En février 2008, Clanzar jette son dévolu sur sa prochaine victime. Madame Clive, sa voisine, qu'il a engagée comme avocat pour ses vieilles tantes. Lors de la deuxième visite aux tantes de ma femme, elles ont aussi présenté une grosse somme d'argent liquide qu'elles n'avaient pas déposée à la banque. Elles ont chargé ma femme de le mettre en lieu sûr. Stephen a alors convaincu ma femme qu'elle avait commis un délit en retirant l'argent de la maison sans prendre de reçu. Mais comme il était avocat, il était tenu par la loi d'accepter l'argent et de le garder en lieu sûr, jusqu'à ce qu'il puisse être déposé. Et comme il était couvert par le serment du poste qu'il occupait, l'argent ne risquait rien. Stephen Clanzar utilise une nouvelle fois son personnage fictif d'avocat pour escroquer quelqu'un. Mais cette fois-ci, il est peut-être allé trop loin. Il a volé 46 000 livres à sa voisine. Clanzar joue à un jeu très dangereux, car ces personnes sont ses voisins, il les voit tous les jours. Imaginez que vous arnaquiez vos amis et vos voisins, vous seriez réellement angoissé par cette situation. Vous vous demanderiez ce qui se passerait ensuite. Mais il lui a réussi à trouver excuse sur excuse. Plusieurs jours après que ma femme a confié à Stephen l'argent pour qu'il le garde en lieu sûr, elle n'a reçu aucune communication ou information de sa part. Avant ça, il discutait beaucoup avec elle et il était très aimable. Elle a tenté à plusieurs reprises de le contacter, de le croiser, de prendre des nouvelles, d'obtenir un reçu pour l'argent et de lui demander où l'argent avait été placé ou déposé. Ces personnes le connaissaient, elles savaient où il vivait, et à un moment, elles allaient forcément commencer à se demander où se trouvait leur argent, et ce qu'il était advenu des services qu'il leur offrait. Madame Clive confie 46 000 livres à un ami qu'elle prend pour un homme de loi digne de confiance. Cependant, une fois que le faux avocat a pris le contrôle de l'argent, il fait en sorte que la femme au foyer ne puisse plus le contacter. Madame Clive commence à réaliser qu'elle a peut-être confié les économies de ses proches âgés à un escroc. Tu devais me recontacter et tu ne l'as jamais fait. Rappelle-moi dès que possible, c'est urgent. Merci. Après avoir tenté à plusieurs reprises de récupérer l'argent auprès de Stephen, ma femme est venue me voir et m'a raconté ce qui s'était passé. De nombreuses pensées vous traversent l'esprit quand vous vous retrouvez dans cette situation. Je me suis dit que la meilleure façon de procéder était de faire appel à un détective privé pour essayer de découvrir s'il y avait d'autres scénarios ou d'autres situations avant de nous rendre à la police pour expliquer notre problème. Mark Clive engage un détective privé pour s'assurer d'avoir un dossier concret contre l'escroc manipulateur. Mais alors que Mark Clive met en place les moyens nécessaires pour traduire en justice le faux avocat, Stephen Clanzar lance une attaque préventive inattendue contre la famille Clive. Le 24 avril 2008, Stephen Clanzar s'est présenté au poste de police. Il a d'abord prétendu qu'il était la cible d'un chantage. Sa voisine menait une vendetta contre lui et il faisait appel aux services de police pour qu'ils essaient de résoudre la situation pour lui.
C'est pour moi la preuve que Stephen Klanzar est un escroc très efficace, car il est absolument implacable. Il sait que l'étau se resserre, on sait qu'il est coupable. Mais plutôt que de dire « j'avoue ma faute et je vais vous rendre l'argent », il se met en mode combat ou fuite et il décide de contre-attaquer. Ils disent que j'ai volé 46 000 livres en liquide dans une boîte à chaussures dont ils m'ont demandé de m'occuper. Stephen Klanzar ose aller voir l'inspecteur Rob Hayes, déterminé à renverser la situation et à faire passer ses voisins innocents pour les méchants dans une affaire de chantage. Il m'a ensuite expliqué que le 11 février 2008, la femme de son voisin lui a rendu visite à son domicile et lui a remis un sac contenant 45 000 livres en espèces. Elle lui a demandé de s'occuper de cet argent en son nom, ce qu'il a accepté avec plaisir. Elle s'est alors inquiétée d'avoir donné l'argent à cet homme. Il a donc rédigé un reçu manuscrit pour cet argent et lui a garanti qu'il le garderait en toute sécurité. Il m'a ensuite expliqué qu'il avait rendu l'argent à sa voisine, mais que malheureusement, il n'avait pas réussi à obtenir le reçu prouvant qu'il lui avait remis. Ce voisin lui ordonnait donc à présent de lui rendre l'argent qu'il affirmait avoir déjà rendu. Il s'en prend aux personnes à qui il a soutiré de l'argent et tente de les faire passer pour les coupables de l'affaire. Il est extrêmement audacieux et fait tout pour sauver sa peau. Mais ça prouve à quel point cet homme est arrogant. Il a manifestement un sentiment de légitimité, il pense pouvoir s'en sortir. À ce stade, il n'a pas du tout évoqué sa vie d'avocat. Il s'est présenté comme la victime d'un terrible chantage qui mettait sa vie en danger. Je viens vous demander quelles sont mes options et si vous pouvez faire quelque chose. Mais l'inspecteur Hayes n'est pas convaincu par la tentative sournoise de Klanzar de déformer la vérité pour piéger ses voisins. Tout au long de notre échange, Stephen s'est montré très agréable. Il s'exprimait très bien. Il était très persuasif. Il semblait très sincère, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je n'étais pas convaincu. Je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas convaincu qu'il dise la vérité. Après la visite de Klanzar le 24 avril 2008, l'inspecteur Rob Hayes commence à démêler le tissu de mensonges que Klanzar avait créé. Entre-temps, le détective privé engagé par Mark Clive fait des découvertes intéressantes. Il m'a confirmé qu'il avait des antécédents judiciaires. Il avait déjà fait de la prison pour des délits similaires. Il avait dupé d'autres membres de la communauté de la même manière, en établissant leur profil, en leur soutirant de l'argent avec de fausses promesses, des opportunités d'investissement, etc. Entre deux séjours en prison, il se déplaçait partout dans le pays, de région en région, pour faire la même escroquerie. Pendant ce temps, l'inspecteur Rob Hayes doit s'entretenir avec Mark Clive au sujet des accusations de Klanzar à son égard. J'ai expliqué à M. Clive que Stephen Klanzar se disait victime d'un chantage. À ce moment-là, Mark Clive s'est mis à rire. En fait, j'étais très satisfait, car je connaissais la vérité. Je me suis dit qu'il ne faudrait pas longtemps à la police pour déterminer qui avait pris l'argent à qui. Lors de cet appel téléphonique, j'ai également été informé que Mark Clive avait fait l'effort d'engager un détective privé pour enquêter sur les antécédents et les transactions de Stephen Klanzar. Je vais demander au détective de vous appeler. Pouvez-vous me redonner votre nom? L'inspecteur Rob Hayes rencontre le détective privé le 28 avril 2008. Le détective privé était une mine d'informations. Il a pu fournir les noms et les adresses de personnes associées à Klanzar qui allaient devenir nos deuxième, troisième et quatrième victimes des escroqueries de Klanzar. Third and fourth victims of cons run by Klanzar.
Et cette liste fournie par le détective privé révèle une victime qui a tout perdu aux mains de l'escroc sans scrupules. En l'espace de 4 mois, Clanzar a volé 270 000 livres à cet homme. La victime est une vieille connaissance de Clanzar qui n'avait pas vu l'escroc depuis un certain temps. Une rencontre fortuite à la gare de New Street a permis de renouer leur relation. Stephen a profité de l'occasion pour expliquer la formidable opportunité d'investissement qui s'offrait à lui. L'ancienne connaissance ne se doute pas qu'elle a affaire à un escroc professionnel et investit 100 000 livres au début de l'année 2007. Mais pour Clanzar, ça ne suffit pas. Après l'investissement initial de l'homme d'affaires, Stephen Clanzar le manipule pour qu'il lui remette des sommes astronomiques. Clanzar a utilisé des techniques d'escroquerie classiques. L'une d'entre elles est l'urgence, qui consiste à faire pression sur la cible pour qu'elle lui donne l'argent sous prétexte qu'il faut agir maintenant. Le temps presse, la fenêtre d'investissement se referme. Il va rater cette occasion. Et il y a également la technique qui consiste à dire à la cible « Regardez, vous avez déjà investi tant d'argent. Mais si vous ne me donnez pas tant d'argent en plus, on va tout perdre. Et ce sera votre faute, car vous n'aurez pas voulu investir de l'argent en plus. Ne prenez pas le risque de perdre l'argent que vous avez déjà investi. Donnez-moi plus d'argent. Faites-moi un virement. Faites-le-moi parvenir le plus vite possible, on perdra tout. » Donc la victime est sûrement en train de paniquer. Il donne probablement son argent sans réfléchir, car il ne veut pas que la transaction tombe à l'eau. Et il se plonge de plus en plus dans la dette. Et il pense que Clanzar est sa chance de sauver la situation. Bien sûr, il ne pourra jamais sauver la situation parce qu'il n'y a pas de transaction et qu'il sera toujours perdant. Stephen Clanzar a complètement manipulé sa victime pour la mettre dans une situation impossible, elle se retrouve totalement à la merci de l'escroc. L'investisseur est loin de se douter qu'il met 270 000 livres dans la poche de Clanzar et qu'il aide involontairement l'escroc à duper d'autres victimes. La malheureuse victime qui avait fourni à Stephen un peu plus de 250 000 livres avait involontairement financé le style de vie de Stephen. Ça lui a permis de développer sa personnalité d'avocat et de faire d'autres escroqueries. Les répercussions pour cet investisseur ont été absolument catastrophiques. Il a perdu sa maison, il a perdu son entreprise. Il ne se doutait pas qu'il finançait le mode de vie de Clanzar. La victime, qui a perdu 250 000 livres aux mains de Clanzar, a peut-être été le plus grand perdant. Mais il n'est pas le seul. Le travail du détective privé engagé par Mark Clive suggère qu'il existe une longue liste de personnes qui ont été cruellement dupées, y compris les employés de Clanzar et même sa petite amie. La police les convoque un par un pour les interroger sur Stephen Clanzar. Les réactions des victimes ont été mitigées. Certains étaient stupéfaits en apprenant tous les mensonges qu'il leur a racontés. Ils ont été complètement absorbés par le personnage d'avocat de Clanzar. Je suis allé au poste de police avec ma mère à Southern Coldfield et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Comment m'a-t-il dupé? Comment ai-je pu le croire? Je me suis senti tellement en confiance quand j'ai commencé à travailler pour lui et qu'il m'a offert cette expérience professionnelle. C'était l'opportunité parfaite pour moi. J'avais un bel avenir. 4 mois plus tard, je suis tombé de très haut en apprenant la supercherie. Je me suis senti presque complètement inutile quand j'ai réalisé que tout mon travail des 3 derniers mois était totalement nul et non avenu. J'aurais tout aussi bien pu rester assis à ne rien faire pendant tout ce temps. Stephen Clanzar a même escroqué la femme qui partageait sa vie. Lorsqu'elle a pris connaissance de la gravité de la situation, la jeune femme avec laquelle il vivait a été dévastée par le rôle inconscient qu'elle avait joué en le recommandant à ses amis. Il a effectué des travaux juridiques fallacieux en leur nom et leur a facturé de grosses sommes d'argent pour ce service. Dévastée par ce terrible mensonge, la petite amie de Clanzar met immédiatement fin à leur relation dès qu'elle découvre qui est réellement l'homme avec lequel elle vivait. Comme un château de cartes, les mensonges sur lesquels Clanzar a bâti son escroquerie commencent à s'effondrer autour de lui. Mais même si la police se rapproche, Stephen Clanzar peut encore profiter de n'importe quelle situation.
Lorsqu'il a été arrêté, il m'a regardé dans les yeux, le sourire aux lèvres, et m'a dit « Je viens de gagner 200 livres. J'ai parié avec quelqu'un que vous alliez m'arrêter aujourd'hui. » Pendant 14 mois, l'escroc Stephen Klanzar a dupé un grand nombre de personnes dans la région de Sutton Coldfield, dans les Midlands. Il a convaincu ses voisins, ses amis, et même son ex-petite amie, ainsi que le personnel qu'il a embauché dans son cabinet, qu'il était un avocat de haut vol. Il a volé à sa communauté une somme estimée à 300 000 livres. Mais son escroquerie complexe s'est effondrée lorsqu'il a tenté d'escroquer son voisin. Stephen Klanzar est arrêté le 29 avril 2008. Lorsqu'il a été arrêté, le sourire aux lèvres, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je viens de gagner 200 livres. J'ai parié avec quelqu'un que vous alliez m'arrêter aujourd'hui. » Il n'était pas perturbé, il était très calme. Il avait un air nonchalant, très détendu. Mais ce pari de 200 livres n'est rien comparé à ce que va découvrir la police. Klanzar a escroqué et dépensé une petite fortune ces 14 derniers mois. Après l'avoir placé en garde à vue, on a visité sa maison et on a trouvé des téléviseurs à écran plasma, des batteries, des jeux, des consoles, des vêtements de marque éparpillés dans 4 des 5 chambres, encore emballés. On estime qu'au total, Klanzar a accumulé environ 470 000 livres. En plus d'environ 250 000 livres qu'il a dépensés sur des sites de jeux d'argent et dans son style de vie extravagant. Mais alors que ces crimes sont révélés au grand jour, Stephen Klanzar refuse de les avouer. J'ai interrogé Stephen 3 fois entre avril et juin 2008. Pendant tous ces interrogatoires, il a maintenu qu'il n'avait jamais dit à personne qu'il était avocat. Il n'a jamais signé de papier en tant qu'avocat du barreau ou de la couronne. Il a toutefois admis que quand les gens le prenaient pour un avocat, il ne les corrigeait pas. Stephen Klanzar a beau être mis au pied du mur, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Les victimes qu'il a escroquées s'accumulent, mais il ne veut pas lever les mains et dire « Écoutez, je suis coupable ». Son besoin de mentir est pathologique et incessant. Manifestement, il ne dirait la vérité pour rien au monde. Il s'est également avéré que l'escroc ne savait même pas épeler le mot « avocat » et encore moins exercer légalement ce métier. Il avait signé des documents en écrivant « avocat ». Malheureusement, il écrivait toujours mal le mot « avocat ». Il ne savait pas l'épeler. Il oubliait toujours le T à la fin. Même si Stephen Klanzar ne sait pas épeler le mot « avocat », il lui en faudra certainement un vrai après son placement en détention provisoire en 2008 dans l'attente de son procès. Mais même en prison, l'escroquerie se poursuit. En détention provisoire dans l'attente de son procès, Klanzar a fait croire à d'autres détenus qu'il était un journaliste sous couverture. Après seulement quelques semaines de prison, on a reçu un appel téléphonique du directeur de la prison, inquiet du fait qu'on ait involontairement introduit un journaliste d'investigation de la BBC sous couverture dans le système pénitentiaire. Il nous a demandé de confirmer que Stephen Klanzar était bien un criminel, et non un journaliste qui cherchait des révélations. C'est intéressant, il ne peut pas s'empêcher de mentir, même lorsque ses mensonges ne lui rapportent rien, et certainement pas de l'argent. Je me demande donc s'il ne souffre pas d'une sorte de trouble de l'identité. Ou alors, il a vraiment besoin d'être au centre de l'attention. En janvier 2009, Stephen Klanzar se prépare à être jugé pour ses crimes. Mais il semble déterminé à plaider non coupable des 12 chefs d'accusation de Dupri. Tout au long de l'enquête et même après l'inculpation, Stephen a refusé de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Le matin de son procès au tribunal, je crois qu'à la surprise générale, il a dû discuter de sa situation avec un véritable avocat de la défense et il a dû se rendre compte que le poids des preuves qui pesaient contre lui était tout simplement écrasant. Il était dans l'obligation de plaider coupable.
Clanzard décide de plaider coupable à la dernière minute, il est ainsi condamné à 5 ans de prison le 19 janvier 2009. Après avoir volé sans scrupule presque 500 000 livres à ses victimes. Quand Stephen a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal, je me suis senti assez satisfait pour ma femme. Je me suis senti heureux qu'elle puisse tourner la page et qu'un crime avait été commis. La justice avait été rendue. La société l'avait remis à sa place, et il y resterait pour une longue période. J'aimerais penser qu'il a eu des remords en tant qu'être humain, qu'il a quand même un cœur, mais mon intuition me dit que non, que nous n'étions que de simples machines à sous ambulantes pour lui. On lui a donné de l'argent, avec lequel il s'achetait de belles voitures. Il payait tous les gadgets fantaisistes qu'il avait chez lui. Et toute l'idée de l'amitié et du lien qui nous unissait n'était qu'un écran de fumée pour nous soutirer de l'argent. Personne ne sait si Clanzard frappera à nouveau à sa sortie de prison. Mais le souvenir de la trahison du sympathique escroc de quartier, qui s'est fait passer pour un avocat afin de s'en prendre à ceux qui lui faisaient confiance, restera sans doute après la peine de 5 ans d'emprisonnement du faux avocat. Stephen Clanzard était très calculateur, très convaincant, très crédible. C'était une affaire insolite que je n'oublierai pas de sitôt. J'ai été escroqué par un homme à qui je faisais confiance, que j'admirais et que je respectais. En fin de compte, je suis plus agacé par le fait d'avoir perdu ce que je croyais être un très bon ami que par le fait d'avoir perdu une somme qui est dérisoire, comparée à ce qu'il a pris à d'autres personnes. C'est vraiment dommage. Mais on apprend des leçons toute sa vie et celle-ci, je l'ai apprise à mes dépens.